La pandémie fait l'actualité, elle fait la chronique du monde et elle a non seulement pas fait ça, mais elle a bouleversé l'économie mondiale aujourd'hui. Mais vous avez vu subitement le monde économique, politique, social s'est arrêté. Uniquement parce qu'un virus est sorti de nulle part et a déstructuré l'économie mondiale. Vous savez, le droit à la santé n'est pas une faveur. Ce n'est pas pour rien que quand l'homme naît, on conseille qu'un enfant naisse dans un centre médical. Parce qu'on considère que c'est la santé qui est le premier droit qui lui permet de grandir. Il nous faut donc revoir dans les politiques nationales et internationales la question de la santé qui était reléguée au second plan. C'est tellement vrai que dans les institutions internationales, dans la diplomatie mondiale, vous avez dû même vous constater que la diplomatie mondiale donnait plus d'importance à l'OMC qu'à l'OMS. Donc, c'est-à-dire que le marché qui donnait du profit, des bénéfices et de l'argent aux multinationales était privilégié autour de l'OMC au détriment de l'Organisation mondiale de la santé qui aurait dû être le premier maillon de protection des droits humains. Mais on l'a souvent négligé. Ses budgets étaient réduits. C'est même dommage qu'on entende récemment qu'un grand pays dire que je vais sortir de l'OMS, mais qu'il reste dans l'OMC. Ça pose la question de la gouvernance mondiale. Donc les défis doivent nous ramener désormais. Comment est-ce qu'on peut garantir dans un contexte de mondialisation où l'humanité n'a jamais été aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui, où l'humanité n'a jamais été aussi scientifiquement équipée, technologiquement fort, l'humanité est même allée jusqu'à titiller la lune de Dieu. Ça veut dire que la technologie, la science sont arrivées à un surnombre de capacités. Mais au même moment aussi, on constate que dans certains pays du monde, pour trouver un comprimé de nivaquinine, prenons cet exemple parce qu'il fait partie du débat, ça pose problème. Pour trouver une seringue stérilisée et se soigner, ça pose problème. Mais ça veut dire donc que les défis doivent nous ramener aujourd'hui au droit au développement, qui est un droit réel inscrit dans les textes des Nations Unies depuis 1948. Droit à l'éducation, à la santé, à la nourriture et à l'accès à l'eau. Je crois que donc, à quelque chose malheur est bon, ce virus doit pouvoir permettre de réfléchir à nouveau, si on peut ainsi dire, au sein de nos dirigeants, au sein de la gouvernance mondiale, mais aussi au sein des ONG comme Rosa Luxembourg qui défendent les droits humains, au sein des mouvements sociaux comme le Forum social, une réflexion globale et synergique pour replacer le développement au service de l'homme et non pas l'homme au service du développement pour une petite minorité. Nous sommes dans une guerre asymétrique avec un ennemi invisible, mais qui voyage dans l'espace, qui voyage dans nos poches, qui voyage dans nos voitures, qui voyage dans nos avions et qu'on ne voit pas, et qui peut nous attaquer n'importe où. C'est ce qui donc a obligé tous les États du monde à réagir. Tous les États. Et unanimement à ce niveau, il n'y a plus de grands ou de petits États. On est tous d'accord que subitement, on a vu tous les États être au même niveau de capacité d'intervention. Les mêmes réactions qu'on a vues en Italie, les mêmes types de réactions qu'on a vues en Chine, les mêmes types de réactions qu'on a vues aux États-Unis et en France, c'est le même type de réaction qu'on est en train de voir en Afrique. Les réactions maintenant du Sénégal, avec les mesures dites de confinement, les mesures de couvre-feu à partir de 20 h, des mesures aussi d'assistance en denrées, en vivres et en kits sanitaires, ces mesures qui sont venues s'ajouter aux mesures de prévention des soignants dans les cliniques et dans les hôpitaux, c'est ça les mesures que tous les États du monde ont tenté de prendre. Mais c'est vrai que ça a posé des problèmes. Au Sénégal, par exemple, un pays africain, bien sûr, si on peut le répéter, quand vous dites aux gens dont les 90% sont dans l'informel, d'arrêter de sortir de la maison et de s'enfermer, vous imaginez ce que cela peut créer comme incohérence pour une grande dame de Guédiawaye qui se levait à 5 h du matin pour aller à la plage de Yarakh,
acheter le poisson des piroguiers qui débarquent à cette heure-là, mettre sa bassine sur la tête, aller prendre le car rapide et descendre à Pikine pour vendre ce poisson-là avant 10 heures, faire quelques bénéfices pour aller faire bouillir la marmite et retourner ensuite le soir, reprendre le même circuit pour s'approvisionner aussi en poisson frais des piroguiers qui viennent l'après-midi. Mais vous dites à cette femme de ne plus pouvoir sortir parce qu'on ne veut pas que vous soyez donc le vecteur de contamination. Quand vous dites à un ouvrier qui vit et qui entretient sa famille sur la base d'un atelier de menuiserie, de tailleur, de mécanicien, de rester à la maison, ça crée des incohérences comme mesure. Ça crée des difficultés d'adaptation. Ça crée aussi des problèmes de logique anthropologique même et sociale. Il faut donc tirer la leçon dans ça et se dire aussi, même dans le cadre du couvre-feu, des jeunes générations qui n'ont jamais vécu un couvre-feu et à qui subitement on dit à 20 heures vous ne pouvez plus sortir, ces jeunes générations qui habitent aussi dans des familles où vous savez, les maisons sont très étroites, certains allaient se promener jusqu'à certaines heures, mais c'est tout ça qui constitue en fait des difficultés d'adaptation et de cohérence dans les mesures. Mais cela renvoie à ce que nous avons dit tout à l'heure. Pourquoi le développement n'a pas été capable de prévoir de telles situations et de mettre l'homme dans des conditions où, quel que soit ce qui arriverait, l'homme pourrait s'adapter. Vous avez vu que le confinement en Europe est moins compliqué qu'en Afrique. Parce que là-bas, sans doute, les familles ont leur frigo qu'ils peuvent remplir de denrées, de données. Ils peuvent avoir à acheter par électronique, à commander un repas dans un restaurant qu'on le livre dans des conditions normales. Ce n'est pas possible ici. C'est aussi des familles qui peuvent appeler le médecin de famille qui vient consulter quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Ce n'est pas possible aussi. C'est aussi sans doute des familles qui ont une couverture maladie universelle, qui ont une assurance sociale. Ici, non seulement on est dans l'informel, mais on n'a pas cette couverture maladie, on n'a pas une couverture sociale, on n'a pas aussi la capacité d'avoir d'autres revenus au-delà des revenus au quotidien qui sont tirés de l'atelier de menuiserie, du tailleur, de la table de restauration, de la gargote, de la bonne dame. Voilà ce qui fait que l'Afrique a eu d'énormes problèmes à confiner les populations. L'Afrique a eu même d'énormes problèmes à trouver le moyen d'équiper les populations en masse. Mais ça veut dire donc que oui, ça nous ramène à votre première question, nous avons de nouveaux défis de développement, c'est-à-dire une réorientation du développement en Afrique qui permet de rapprocher l'homme des exigences de droit, de rapprocher l'homme des orientations de l'économie qui ne doit pas être quelque chose qui téléguide l'homme, mais que l'homme utilise pour son bien-être. La migration va être le secteur le plus impacté déjà. La migration, les centres de rétention et d'emprisonnement, ce n'est pas en hasard d'ailleurs que vous avez vu que beaucoup de pays ont libéré des prisonniers. De la même façon aussi, l'Europe est en train de prévoir à légaliser beaucoup de migrants. Hier, dans le fil de notre information, j'ai vu que 200 000 migrants vont être légalisés en Italie. Mais parce que les migrants étaient là, vous avez suivi sans doute l'épisode des migrants qui ont quitté la Syrie, qui voulaient rentrer à partir de la Turquie et pour aller vers la Grèce, et qui ont été bloqués pendant longtemps. Vous avez sans doute suivi l'épisode aussi même des migrants entre la Libye et Agadez. Mais ça veut dire donc que ces populations sans lieu de vie fixe, qui étaient sur les routes de la migration ou entre les frontières, ou qui étaient à l'intérieur des frontières mais avec des statuts d'illégalité, comme ils les appellent, je crois que ça a été pour eux beaucoup plus difficile d'ailleurs que pour les familles qui ont sur un toit légal. Et ça pose à la fois aujourd'hui la question de la gouvernance mondiale de la migration. Parmi les nouvelles solutions à proposer, il nous faut aussi donc voir avec les États comment redonner aux migrants le droit à la liberté de circulation
Et dans cette liberté de circulation, comment les migrants aussi vont avoir le droit à la santé, à la protection sociale, au travail. Sinon, on va continuer à avoir un monde où une minorité a les droits et où d'autres n'ont pas les droits. Mais oui, je crois qu'à la fin de cette pandémie, l'une des réflexions qu'il faudra approfondir, ça va être la question de la migration dans les relations internationales. Les migrants ne peuvent plus continuer à vivre les mêmes choses qu'ils ont vécues aujourd'hui et le débat il est réellement posé. Je pense que les mesures de légalisation de certains migrants dits illégaux ou clandestins, la question de libérer aussi certains migrants qui étaient dans les frontières, de leur permettre de rentrer dans de bonnes conditions, la question même que l'Europe, l'Union européenne a posée la semaine dernière pour dire comment elle va se partager les migrants qui sont bloqués entre la Grèce et la Turquie, ça repose globalement donc la question globale de la gouvernance des questions migratoires. Nous pensons que nous allons forcément vers un nouvel ordre mondial. Parce que cette situation a montré que l'ordre dans lequel nous étions était un ordre militaire, un ordre néolibéral, un ordre de marché, au détriment du droit, de la citoyenneté, au détriment aussi de la santé et de l'éducation, etc. Et on a vu que l'économie du monde est tout de suite en récession. Et une récession dont les conséquences vont être beaucoup plus senties d'ailleurs en début d'année 2021. Vous avez suivi le coût du dollar, du pétrole commence à chuter. Tous les pays qui avaient calculé leur budget sur la base du coût du pétrole sont aujourd'hui tout faux. Je prends un exemple à côté de chez nous, le Nigeria, qui avait adopté son budget sur la base du coût du pétrole qu'il allait vendre dans le monde. À l'époque, le pétrole était au plus bas entre 75 et 80 dollars. Aujourd'hui, le coût du pétrole au Nigeria est à 20 dollars, 22 dollars. Donc ça veut dire que l'économie nigériane va totalement être déstructurée. Les services publics du Nigeria vont être totalement des services qu'on ne pourra plus réaliser parce que le budget ne va pas être bouclé. Et ce qui va être disponible comme argent liquide ou comptant actuellement va être orienté vers la riposte globale de la pandémie. Ça veut dire donc que oui, il faut déjà entamer une réflexion profonde sur le post-coronavirus. Et c'est pourquoi nous avons recommandé là aussi que les pays africains mettent ensemble des think tanks de réflexion. Est-ce que ça va être porté par l'Union africaine? Est-ce que ça va être porté au niveau des régions avec les structures sous-régionales comme la CEDEAO, la SADC, la CEMAC? Mais on ne peut pas aujourd'hui négliger la réflexion du post-coronavirus parce qu'un nouveau monde va se dessiner. La question maintenant, c'est de savoir est-ce que dans le nouveau monde qui va se dessiner, l'Afrique va en profiter pour se repositionner et montrer à tout ce qui le titillait en lui faisant croire qu'il était un petit continent, un petit pays, mais que subitement on se rend compte qu'il n'y a pas de petits pays et de grands pays, il n'y a pas de petits continents et de grands continents. Est-ce que donc, dans ce nouvel ordre, l'Afrique va en profiter pour resserrer ses rangs, renforcer le panafricanisme, mettre en avant son intelligence et ses ressources pour qu'ensemble, des think tanks, des centres de réflexion, des centres de recherche puissent être mis ensemble en place et continuer à faire la réflexion qui nous permette de mériter la place qui doit être celle de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial qui va se décider.